J'ai 37 ans aujourd'hui et on va faire le bilan de ces 37 années. Donc si tu es dans la vingtaine, si tu es un artiste, un producteur, un éditeur, ou même si tu as plus de la vingtaine et que tu aspires à réussir dans la musique, écoute bien la suite de cette vidéo parce que je vais te partager tous les conseils que j'aurais adoré qu'on me partage quand j'avais la vingtaine et que j'aspirais à devenir un producteur, un artiste et un éditeur à succès. Numéro 1, mets de la clarté dans tes objectifs. J'ai commencé à avoir des résultats insolents quand j'ai mis de la clarté dans ce que je voulais vraiment. La plupart du temps, quand tu te lances dans l'industrie musicale et que tu es jeune, c'est un truc qui se fait par effet de mode. Tu es là, tu as des potes qui font de la musique, donc tu te mets à faire de la musique, ou tu viens d'une famille de musiciens, donc tu fais de la musique. C'est une passion, c'est un hobby, ça te fait kiffer, ça peut aider avec les garçons ou avec les filles, enfin voilà, c'est secondaire entre guillemets. Et pendant des années, tu peux faire ça sans évoluer, juste parce que tu ne mets pas d'objectif clair dans ce que tu veux. Et puis au bout d'un moment, tu commences à devenir très ambitieux dans ce que tu veux faire, ou des gens autour de toi se mettent à mettre de l'ambition dans tes rêves, et là tu commences à structurer tes actions autour d'un plan. Et ce plan-là, s'il est relié à un objectif vraiment clair et vraiment précis, va te faire exploser tes résultats. Donc la plupart du temps, les artistes qui n'arrivent pas à percer, dans 99% des cas, selon moi, de mon expérience, c'est parce qu'ils n'ont pas de clarté dans leurs objectifs. Ou alors qu'ils ont des objectifs, mais qu'ils n'acceptent pas de payer le prix, de faire ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Donc premier conseil, mets de la clarté dans tes objectifs. Deuxième conseil, il faut que tu passes du statut de consommateur au statut de producteur. La plupart du temps, lorsqu'on a la vingtaine, on ne se rend pas compte que le temps est limité. On commence à s'en rendre compte après. Je crois qu'à partir de 30 piges, tu commences à capter que voilà, le temps passe, que tu as moins d'énergie, que tu es un peu plus fatigué, tu as des petits problèmes de santé qui commencent à apparaître pour la plupart des gens. Malheureusement, pour certains, il y a des gros problèmes qui apparaissent. Mais voilà, à partir de 30 ans, on commence à sentir qu'il y a un truc. Le temps commence à s'accélérer, etc., etc. Et on commence à vraiment, vraiment prendre conscience qu'on ne sera pas éternel. Et le problème, c'est que lorsque tu fais le bilan de tes premières années, je sais pas, de 18, 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, en tout cas moi quand je le fais, je réalise que pendant des années, j'étais un consommateur. Je consommais, je sais pas, des substances, pas forcément alcool ou drogue, hein, mais je sais pas, je bouffais du sucre, des canettes de coca, des trucs dégueulasses en fait qui sont pas bons pour ta santé. Je consommais du contenu. Alors heureusement, l'ère des réseaux sociaux est arrivée assez tard dans ma jeunesse, mais il y a des gens qui, à 8 ans, démarrent à commencer à consommer du contenu sur YouTube et ainsi de suite. Donc, et il y a des gens qui passent beaucoup de temps, des fois 3 heures, 5 heures, 8 heures par jour, à consommer et pas à produire. Et quand tu consommes alors que tu ne produis pas, bah, tu deviens le produit de quelqu'un d'autre. Et au final, tu ne génères pas de valeur par ton activité. Et quand tu commences à prendre l'habitude d'être un consommateur, tu restes un consommateur et c'est très 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 difficile de basculer du cap de consommateur au stade de producteur. Et dans la musique, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui peuvent passer des années et des années à suivre des formations, écouter des nouveautés, s'intéresser, progresser en cours de chant, faire partie d'une chorale, etc. Mais ne créent jamais rien, ne produisent pas de valeur. Ils ne créent pas de musique, ne créent pas de contenu, ils ne créent pas de groupe, ils ne créent pas de dynamique qui vont être constructives pour eux. Et malheureusement, si tu passes trop de temps dans la case du consommateur et pas assez dans la case du producteur, les années vont passer. Au départ, tu as beaucoup d'énergie, 18 ans, 19 ans, 20 ans, puis 25 ans, puis 30 ans, puis 35 ans, puis à 40 balais, tu te réveilles et tu te dis, bah merde, en fait, tu sais, genre, ça fait 20 ans que j'ai envie de produire un album, je l'ai jamais fait. Ça fait 20 ans que je veux faire des concerts, j'en fais pas vraiment. Enfin, c'est pas mes concerts à moi. Ça fait 20 ans que je veux faire ci, je veux faire ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas qu'il est trop tard, mais t'as beaucoup moins d'énergie, de ressources, de capacité, de liberté que 15 ou 20 ans auparavant. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est dommage parce que tu as perdu les plus belles années de ta vie à être un consommateur alors que tu aurais pu et tu aurais dû être un producteur. Troisième conseil, traite bien les gens qui t'ont aidé sur ta route. C'est un truc qui est fondamental. Moi, je l'ai appris très très jeune. Quand j'étais petit, je crois que j'avais 10 ans, j'ai un oncle une fois qui me récupère à l'école dans une voiture et qui me dit ne te fâche jamais avec personne. Je lui dis ah bon, pourquoi? Il me dit on sait jamais quand est-ce qu'on peut avoir besoin des gens. Alors sans parler de besoin des gens, ce qu'il voulait dire, je pense, en tout cas moi je l'ai entendu de cette oreille-là, c'est que on sait jamais à quel moment dans son parcours
on peut avoir besoin du soutien, du réseau ou des ressources de quelqu'un d'autre. Et quand tu es dans un parcours d'artiste, de producteur ou même d'homme avec un grand H, d'humain, d'homme ou de femme, très souvent tu vas avoir l'impression que plus tu t'élèves et moins tu as besoin des gens qui t'ont aidé à t'élever. Et c'est pas mal en soi, attention, hein, je jette la pierre à personne. C'est juste normal. Ça s'explique pour une raison simple, c'est que plus tu t'élèves, plus tu as envie de t'élever. Et quand tu as envie de t'élever, ce que tu vas chercher, c'est des gens plus élevés que toi, en te disant, ok, maintenant que j'ai atteint le milestone de, je sais pas moi, on va parler de revenus, ça va être plus simple à comprendre, mais voilà, j'ai atteint, je sais pas moi, 1500 € par mois. J'ai plus envie de passer tout mon temps avec des galériens qui sont je sais pas, à 100 balles par mois. C'est pas méchant quand je dis ça, évidemment. C'est une manière de penser. C'est de se dire, voilà, je veux passer mon temps avec des gens qui ont atteint, je sais pas moi, 5000 ou 10 000 par mois, pour que moi aussi je puisse atteindre ce niveau-là. Je veux comprendre comment ils pensent, ce qu'ils font, comment ils agissent, quel est leur quotidien, quels sont leurs rituels, quelles sont les compétences qu'ils ont que j'ai pas et qui font que eux peuvent le faire et pas moi. Et donc, naturellement, tu as envie de passer moins de temps avec des gens qui vont ne pas t'amener les résultats que tu veux, et plus de temps avec les gens qui, eux, sont en capacité de t'amener là où tu veux. Et tu vas faire ça à chaque étape de ton parcours, et c'est juste normal. Tu veux trouver des gens qui t'ouvrent l'esprit à devenir encore meilleur que ce que tu as déjà fait. Et dans cette démarche-là, il y a des gens qui font preuve de tact et d'humanité et qui gardent le lien et l'estime qu'ils avaient pour les gens qui les ont aidés sur leur parcours. Et tu as des gens qui coupent les ponts, qui ont des mots durs ou qui sont même parfois hautains avec ces gens-là. Et le problème, c'est que on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Tu peux avoir un retournement de situation dans ta vie, on peut tous en avoir. Ça peut être, je sais pas, une maladie, la perte d'un proche, une séparation, un divorce, une faillite ou n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi dans la vie. Tout le monde trébuche et tout le monde peut trébucher. Tu peux aussi voir des gens d'en bas devenir des gens d'en haut. Moi, je me souviens d'une nana qui bossait chez Believe à l'époque en tant que stagiaire, qui était un peu mal respectée, on va dire, et que je traitais très très bien. Cette nana, quelques années plus tard, est devenue la manageuse d'un des artistes français les plus célèbres dans le monde. Je peux vous garantir qu'elle me l'a rendue au centuple. Parce que j'ai toujours fait preuve de respect, d'estime, voilà, de prendre le temps de parler avec elle, d'échanger, de lui poser des questions, de lui demander où elle était dans ses projets personnels, dans son parcours et ainsi de suite. Et ça fait vraiment toute la différence parce que les gens se souviennent de vous. C'est comme quand, je me souviens, quand on tournait dans les clubs ou dans les festivals avec certains de mes artistes, dont Makassi notamment, qui était énormément comme ça, lui, il prenait le temps d'aller dire bonjour à tout le monde. C'est-à-dire s'il y avait 25 personnes sur la scène, il allait voir le mec qui était sous le truc en train de réparer un machin, et il attendait qu'il ait fini juste pour lui serrer la main. Jusqu'à l'organisateur, au big boss du truc, au mec qui nous raclait un chèque de 5000 balles, tu vois. Il allait voir vraiment tout le monde. Et tant qu'il n'avait pas dit bonjour à tout le monde, il commençait pas. Et ça, c'est des choses que les gens ont noté, ont apprécié. Et des fois, t'as un mec qui était là à la technique, à gérer un truc de merde, qui 5 ans plus tard devient régisseur plateau sur un énorme festival. Et il pense à nous. Et c'est comme ça qu'on a eu des plans anormaux. T'as des dates qu'on a faites qu'on n'aurait jamais dû faire en temps normal parce que c'est pas des réseaux qui nous étaient accessibles. Mais par ce respect de l'autre, on a pu y avoir accès. Mon conseil numéro 4, c'est regarde ce que tous les autres font et fais l'opposé. C'est vrai que quand tu as 18 ans ou 20 ans, tu as une force en toi et une faiblesse en même temps qui fait que tu es prêt à bouger des montagnes, mais tu n'as surtout pas envie de le faire de manière contre-intuitive par rapport au reste. Tu veux pas être seul, tu veux pas être isolé, tu veux pas paraître bizarre et faire ce que les autres ne font pas. Or, c'est exactement ce que tu devrais faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde, dans une société où 95% des gens ont une vie médiocre, échouent, n'atteignent pas leur objectif idéal de vie, ne sont pas heureux, regrettent à la fin de leur vie. 95, peut-être même plus, sur 100 personnes, plus de 95 va avoir des regrets en fin de vie. Donc si toi tu te mets à faire ce que la masse fait, tu vas avoir les mêmes résultats que la masse. Autrement dit, si tu vois que c'est tendance à la fin de la journée d'aller boire une bière au bistrot, que tout le monde fait ça, ne le fais pas. Si tu vois que tout le monde achète des crypto-monnaies, n'en achète pas. Si tu vois que tout le monde te dit la musique c'est nul, ces trucs et machin, eh ben fais-en.
Et en fait, moi, je me souviens que dans mon parcours, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais, si tu veux, pas un étudiant modèle, loin de là, mais j'avais de grosses facilités. C'est-à-dire, je pouvais aller en classe, rien écouter, jeter des cartouches d'encre, foutre le bordel pendant 6 heures, et à la fin, pourtant, j'ai imprimé tout ce qui est passé. J'avais juste à lire une fois un truc, et je l'enregistrais. J'avais une mémoire visuelle assez intéressante. Et pourtant, j'étais un gros flemmard. Donc, je me maintenais là où il fallait se maintenir pour que tout se passe bien. Et les gens disaient autour de moi, oui, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire de grandes choses, médecin, avocat, ingénieur, tout ce que tu veux, machin. Et donc, la plupart des gens à l'époque qui avaient des capacités se destinaient à des prépas maths sup, maths spé, à des écoles d'ingénieurs, machin, etc. Et moi, je voulais être producteur de musique. Truc qui n'a rien à voir. Je disais aux gens, ouais, je vais être producteur de musique, je vais avoir un label, des studios, produire des disques, avoir des chanteurs, des chanteuses, et ainsi de suite. Et tout le monde m'a pris pour un fou. J'entendais les gens dire il gâche son talent, il gâche sa vie, il va faire n'importe quoi, il est influençable ou influencé ou je sais pas quoi. Et pourtant, moi quand je regardais, je me souviens déjà quand j'avais 16 ans d'avoir eu cette réflexion de me dire mais c'est peut-être moi, hein. Mais ils ont tous une vie de galérien. Je veux dire, ils se lèvent le matin, partout où je vais, j'entends les gens râler parce qu'ils se lèvent le matin pour aller travailler. Partout où je vais, j'entends les gens dire vivement la retraite. Partout où je vais, j'entends les gens se débattre avec des problèmes financiers, avec leurs patrons, leurs collègues, leurs trucs, leurs machins. Et moi, on a envie de me mettre dans ça? Bah non. Moi, quand j'écoutais des vidéos de mecs qui étaient producteurs de musique, j'avais le sentiment qu'ils nageaient dans le bonheur et dans la liberté. Ils pouvaient faire de la musique en pyjama dans leur salon. Ils étaient constamment avec des gens différents, avec des artistes, à produire, à créer des choses, à apporter de la valeur, à laisser une trace sur Terre avec de l'art. Moi, c'est ça qui m'inspirait. Et finalement, en allant dans une direction absolument contre-intuitive, oui, tu te retrouves seul, j'ai été isolé, oui, t'es un peu vu comme un déchet de la société, un paria, un tout ça. Oui, c'est très dur socialement, parce que des fois, t'es là, je sais pas, une fois tous les 2 3 ans, t'as une réunion de famille, un mariage, un baptême, ce que tu veux. Toi, t'es là, on dit alors, et toi, Tariq, comment ça va dans ta vie? Moi, je vais peut-être pas te dire que je galère, que je bouffe un repas de pâtes tous les 3 jours pour survivre et que musicalement c'est compliqué, tu vois. Parce que eux, pendant ce temps-là, ils se marient, ils ont des promotions, comment dire, ils construisent des maisons, ils achètent des apparts, ils voyagent, etc., etc. Et c'était encore pire quand Facebook est arrivé parce que tu voyais ça en photo tous les jours. Je me dis merde, putain, c'est dur. Et pourtant, en allant où personne ne veut aller, en allant à l'opposé de ce que la masse fait, avec le temps, sans dénigrer qui que ce soit, j'ai l'impression que j'ai pas eu tort. J'ai même l'impression que j'ai eu raison parce que aujourd'hui, des fois on me le dit, des fois je le ressens dans les regards ou dans les mots, mais je sais que j'ai une vie que beaucoup de gens ont envie. En tout cas sur ce plan-là. Sur d'autres, je sais pas, les gens n'ont pas écho de ma vie plus personnelle. Mais sur le plan pro, ouais, je fais ce que j'ai envie, je travaille avec qui j'ai envie, je voyage où j'ai envie. Je suis pas richissime, mais je suis pas pauvre non plus. J'habite où j'ai envie, enfin voilà, tout en étant resté simple en fait, parce que j'ai pas une vie mirobolante, j'ai pas de voiture de sport, j'ai pas de domestique, j'ai pas une villa incroyable, même si j'estime que j'ai une très belle maison, et je vis pas dans un endroit extraordinaire type Beverly Hills ou je sais pas quoi, tu vois, moi je vis dans un bled paumé en Bretagne où il y a genre 7000 habitants, enfin voilà, mais j'ai tout ce que je voulais, j'ai tout ce que je veux, et tout ce que je veux, j'ai la capacité d'aller l'atteindre si je ne l'ai pas aujourd'hui. Et finalement, en allant à l'inverse de la masse, je suis persuadé que c'est comme ça que j'ai eu tout ce que je voulais. Conseil numéro 5, c'est pas qui tu connais qui compte, c'est qui te connaît toi. Et ça marche dans la filière musicale, évidemment bien plus que dans toutes les autres, mais ça marche aussi dans toutes les sphères de ta vie. C'est pas qui tu connais qui fait la différence, parce que même quand tu as des contacts, quand tu as du réseau, tu sais, j'entends les gens dire ton réseau c'est tout et ainsi de suite. Je suis pas d'accord. C'est pas les gens que tu connais toi qui vont vraiment t'aider à avancer. C'est qui te connaît toi. Parce que quand les gens te connaissent, quand tu as une réputation, une notoriété, c'est beaucoup plus facile de bâtir des choses. C'est beaucoup plus facile d'obtenir des services de quelqu'un d'autre, les faveurs de quelqu'un d'autre, le soutien de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile d'attirer des opportunités à toi parce que les gens ont déjà envie de collaborer avec toi. Donc c'est pas qui tu connais toi, c'est qui te connaît toi. Et pour un artiste, c'est d'autant plus vrai. Parce que finalement, tu peux avoir tous les contacts du monde. On en connaît plein des gens comme ça. Alors à part quelques exceptions, voilà, la plupart des gens, c'est les cousins d'un tel, les amis d'un tel, les voisins d'un tel et ainsi de suite.
Ouais, sauf que c'est pas un tel. Tu sais, je me souviens d'un gars qui était un énorme tourneur en France dans les années 2000. Et un jour, ses employés se sont barrés avec sa base de contact. Ils étaient persuadés d'avoir fait le casse du siècle. Ils se sont dit, ça y est, on a des milliers de contacts de festivals, de clubs, de mairies, de trucs, de machin. Et ils ont commencé à les appeler. Et ils se sont rendus compte qu'ils vendaient rien. Parce que c'est pas qui tu connais qui compte, c'est qui te connaît toi. Quand ils appelaient ces contacts-là, ils disaient, oui, j'ai travaillé avec un tel. Oui, mais un tel, c'est un tel. Toi, c'est toi. Et toi, je te connais pas. Donc qu'est-ce qui fait que je devrais te faire confiance ou collaborer avec toi? Et en fait, la relation de nombreuses années que leur boss avait, eux ne l'avaient pas. Donc oui, ils avaient la base, ils avaient le mail, le numéro de téléphone, le prénom et ainsi de suite, mais ils n'avaient pas la relation. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc retenez bien cette règle, c'est qui te connaît qui compte et pas qui tu connais toi. Numéro 6, ne parle jamais dans le dos de quelqu'un. Ne dis jamais du mal de quelqu'un qui n'est pas en face de toi. Parce que malheureusement, ça peut et ça va se retourner contre toi au centuple. Et des fois, c'est même pas mal intentionné. Des fois, c'est... moi, je me souviens par exemple d'avoir vécu une mauvaise expérience sur ce principe-là. C'est que j'étais en voiture avec un producteur. On allait, je sais plus où, sur un festival ou un truc comme ça. Et puis, il me parlait de son artiste. Et en gros, il me demandait des conseils. Et il me disait, oui, elle est comme ci, elle est comme ça, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, machin. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis laissé impliqué émotionnellement dans le truc. Et là où j'aurais dû avoir le recul de lui dire, peut-être que tu devrais, ou lui poser des questions, machin, je dis, ouais, en même temps, elle abuse, tu vois. C'est vrai que si t'as fait ça pour elle et qu'elle, elle n'a pas la reconnaissance, franchement, il faudrait que tu te sépares d'elle, machin, etc., bidule. Mais c'était plus en réaction à ce qu'il venait me dire. On arrive sur ce festival-là, donc il y a un catering, des balances, etc. On se pose, machin. Elle arrive séparément, et puis ils discutent, machin. Et donc c'est une artiste avec qui je m'entendais extrêmement bien. Et, euh, et peut-être, je sais pas, genre 2-3 heures après, je vois qu'elle devient froide avec moi. Donc je vais la voir, je lui dis, il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Elle me dit, ouais, genre ça te fait rien de dire du mal dans mon dos. Mais j'ai jamais dit de mal dans ton dos. Et elle me redit les mots que j'ai tenus à son producteur. Et je lui dis, mais attends, mais là c'est sorti de son contexte. C'est qu'en fait, c'était en réaction machin. Et peu importe ce que je disais, en fait, le mal était fait. Elle s'est dit, il a cassé du sucre dans mon dos, il est pas digne de confiance, laisse tomber. Et comme on n'avait pas une relation de franche amitié de longue date, on n'a pas pu se mettre les points sur les i et repartir sur de bonnes bases. Et on est resté pas brouillé, mais on va dire en froid comme ça pendant des années et des années. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui est resté en l'état. Bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à plusieurs reprises, j'avais envie de collaborer avec, j'ai pas osé y aller à cause de ce truc-là. Elle avait des connexions dont j'avais besoin que j'ai pas pu aller lui demander parce qu'il y a eu ce truc-là et ainsi de suite. Donc ne dites jamais du mal de quelqu'un, ne parlez jamais de quelqu'un dans son dos parce que même si c'est pas mal intentionné, ça peut et ça va se retourner contre vous, c'est une certitude. Numéro 7, et celui-là tu peux vraiment le noter, multiplie les erreurs et multiplie-les le plus vite possible. Il y a beaucoup de gens qui se disent si je veux réussir dans la vie, surtout à 18-20 ans, il faut que je fasse le moins d'erreurs possible, il faut que je sois le plus successful possible, il faut que j'accomplisse de grandes choses et qu'on de l'ambition, etc., etc. Et c'est très bien, c'est génial, c'est ce qu'il faut. Le problème, c'est que en essayant le plus possible d'éviter de faire des erreurs, on se freine en fait. On s'empêche de progresser. Pourquoi ? Parce que les erreurs sont ce qui vont vous faire le plus avancer. Moi, je me souviens quand je me suis lancé dans la filière musicale, un des trucs qu'on m'a le plus dit, c'est fais attention de ne pas te faire arnaquer par les studios. Ok. Et on me racontait plein d'histoires. De studios où le prix était pas bien défini, tu devais payer 200 balles, finalement t'en as payé 400, le mix était mal fait, ou la durée était pas bien ficelée, etc., etc. Où t'as des mecs, tu payes à l'heure et ils passent une demi-heure à la machine à café à te raconter leur vie. Toi, tu te rends pas compte qu'ils débitent, enfin voilà, et ainsi de suite. Et donc, j'étais focus sur ça. Et pendant des mois et des mois, je m'interdisais d'aller en studio produire des sons parce que je voulais absolument éviter de faire des erreurs. Donc j'étais un vrai casse-couille. À chaque fois que je démarchais un studio pour avoir des infos, je lui posais 1 million de questions qui, à mon avis, faisaient qu'ils se disaient « Mais c'est qui ce relou ? Il est hors de question qu'il vienne travailler chez moi parce que c'est sûr on va avoir des problèmes lui et moi. » Et finalement, j'avançais pas. Et t'as la même chose dans les deals label maison de disques. Il y a des gens qui
vont passer à côté d'opportunités incroyables juste parce qu'ils se posent trop de questions, qu'ils se prennent trop la tête, qu'ils sont trop méfiants, vraiment ils passent pour des gens détestables, alors qu'à la base leurs intentions étaient louables. Donc mon conseil ici, c'est de faire tes erreurs et de le faire le plus vite possible. Moi, pour reprendre l'exemple du studio, j'ai commencé à me dire, ok, bah tu sais quoi, premier qui m'ouvre ses portes, j'y vais. Et oui, je me suis fait arnaquer. J'ai été dans un studio qui m'a coûté 800 balles, alors qu'en réalité, il valait à tout péter peut-être 50 ou 70 balles. Oui, j'ai été dans des studios où le mec passait une demi-heure toutes les 2 heures à la machine à café à te raconter sa vie, sa jeunesse, son parcours, et pendant ce temps-là, il débitait le temps. Oui, j'ai été dans des endroits où les mecs m'ont vendu une liste de matériel qui n'était pas quand je suis arrivé, et ainsi de suite. Mais toutes ces erreurs-là ont fait que plus vite je les ai faites, plus vite j'ai trouvé les bons partenaires, et plus vite j'ai pu me concentrer sur produire de la qualité. Parce que, évidemment, quand tu es dans un endroit où il y a, admettons en Ile-de-France, il y a peut-être 100 studios possibles, une fois que tu en as fait 25 en te disant putain, je me suis fait douiller, et que le 26e, c'est un gars génial, avec du bon matos, arrangeant, des bonnes horaires pour toi, des bons tarifs, qui te comprend, qui t'aide, qui te coach, qui te drive, qui vraiment apporte tout ce qu'il te faut, bah ça y est, maintenant t'es lancé. Et le tout, c'est de le garder près de toi le plus longtemps possible. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les réals vidéo, c'est pareil pour les managers, c'est pareil pour les éditeurs, pour les tourneurs avec qui tu vas travailler. Plus tu vas faire des erreurs vite, plus tu vas te rapprocher vite de ce dont tu as le plus besoin, de meilleurs outils. Et quand tu auras les meilleurs outils, je peux te garantir que tes résultats ne seront pas les mêmes. Numéro 8, concentre-toi sur une seule et unique chose et fais-la bien sans te disperser. Ça, c'est peut-être l'un des conseils que j'aurais le plus aimé entendre dans mes jeunes années. Parce que à l'époque où j'ai commencé dans la musique, je voulais tout faire. Beatmaker, producteur, manager, éditeur, je voulais organiser des concerts, tourneurs, machin. Et le problème, c'est que lorsque tu te mets à faire plein de choses, bah, tu fais rien bien, en fait. Et c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre au contact des anciens. Je me souviens quand j'ai eu un des mentors qui m'a le plus influencé dans la filière musicale, qui lui était un producteur de métier hyper successful et ainsi de suite. Souvent, je lui demandais, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous produisez pas d'artistes dans ce genre? Pourquoi vous faites pas de synchro et ainsi de suite? Il me disait, nous, tu sais, on fait ce qu'on sait faire de bien et on le fait bien. Nous, tu sais, on fait ce qu'on sait faire de bien et on le fait bien, c'est tout. Et c'était un label qui était spécialisé dans les musiques dance, club, et qui aurait pu faire de la variété, du rock, du hip-hop, machin, tout ça. Mais non, on est bon dans ce domaine, on est bon dans les licences à l'inter, on est bon dans tout ce qui est dance, club, musique festive et ainsi de suite. On est bon à collecter des droits, on est bon à générer des bons deals, etc. On a une bonne réputation, on fait que ça. Et je me souviens que quand j'ai créé mon label, évidemment, je sortais de ce mentorat, donc j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. J'ai commencé à me mettre dans la musique club, j'ai eu des résultats incroyables. Mais littéralement incroyables. Et comme beaucoup de gens, je me suis dit, bon, bah, les clubs, ça va 5 minutes, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. Si on veut passer à l'étape supérieure, il faut qu'on fasse autre chose. Donc on a commencé à s'intéresser à la variété, à l'urbain, à la pop, etc., etc. Et là, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai tout planté. Rien n'a marché. Ni les nouveaux trucs, ni ce qu'on faisait de bien avant, parce que j'ai commencé à me disperser. Et quand j'ai commencé à me recentrer sur les clubs, ça a recommencé à marcher. Et c'est vrai que c'est très 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 difficile à comprendre quand on est jeune, mais plus tu vas te concentrer sur une chose, apprendre à bien la faire et faire bien ce que tu sais bien faire, et ne rien faire d'autre, plus tu vas avoir de succès. Numéro 9, sois pas le meilleur, sois le seul. C'est tellement difficile d'être le meilleur dans un domaine que devenir le seul est une alternative qui va te permettre d'atteindre le niveau de succès que tu vas atteindre beaucoup plus vite que si tu avais battu tous les autres. Autrement dit, vaut mieux être le gars qui et être très spécifique dans ce que tu vas être plutôt que d'être le meilleur dans un domaine. Je te donne un exemple. Vaut mieux être le gars qui donne des conseils marketing aux artistes et aux producteurs pour vivre de leur musique, pour réussir dans l'industrie musicale, plutôt que être le meilleur en marketing ou être le meilleur dans la filière musicale. Parce que pour que je sois le meilleur en marketing, les titans qui sont en face de moi,
il va me falloir des décennies avant de les battre. Pour que je sois le meilleur dans l'industrie musicale, les titans qu'il y a en face de moi, il faut que je sois le meilleur pour les battre. Par contre, en étant suffisamment spécifique, je suis devenu le seul dans une niche, c'est-à-dire la personne qui est capable de maîtriser et comprendre tout ce qui touche à l'industrie musicale, mais aussi maîtriser et comprendre tout ce qui touche au marketing digital et au marketing de manière globale. Et en fusionnant les deux, je deviens le gars qui aide les artistes et les producteurs de musique à vivre de leur musique en comprenant l'industrie musicale et en développant les bonnes stratégies pour développer leur visibilité, construire leur fanbase et vivre de leur musique sereinement. Tu vois, cette combinaison des deux fait que tu deviens le gars qui, et là c'est beaucoup plus dur de t'atteindre parce que pour qu'un gars vienne me concurrencer, faudrait qu'il ait au moins 20 ans d'expérience de terrain dans la filière musicale avec le même niveau de succès, voire supérieur à celui que j'ai obtenu, mais aussi le même niveau d'expertise en marketing, en influence et en marketing digital et en maîtrise des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas donné à tout le monde puisque autant dans l'industrie musicale, je me forme moins, même si je continue de le faire un petit peu, et surtout au contact de personnes qui ont atteint des choses bien plus impressionnantes que celles que moi j'ai pu atteindre. Autant dans la partie réseaux sociaux et marketing digital, je suis à la pointe de ce qui existe. C'est-à-dire que je fais des formations internes, Spotify, YouTube, chez TikTok, chez Instagram, enfin Meta de manière globale, LinkedIn, Snapchat. Je suis formé en même temps que les plus gros marketeurs du monde dès que quelque chose arrive. Donc limite, YouTube vote une nouvelle fonctionnalité, 2 mois plus tard, ils font une grosse session de formation avec les plus gros marketeurs qu'ils connaissent et ainsi de suite, je participe à ces sessions-là. Donc le temps que ça arrive en France et que les gens se mettent à le relayer, j'ai déjà 1 à 2 ans d'avance sur tout le monde. Et donc la combinaison de ces deux trucs-là me rend unique. Et quand t'es le seul, ça fait naturellement de toi le meilleur. Alors que quand tu cherches à être le meilleur, c'est tellement difficile que tu vas finir soit par te détourner, soit par baisser les bras, soit par finalement accepter ta position de numéro 2, de numéro 10, ou pire encore. Numéro 10, dans la vie, si quelque chose te déplaît, change-le. Autrement dit, ne l'accepte pas comme une fatalité. Moi, j'ai passé ma vie à me battre contre ça. Tu sais, des fois, tu es avec des gens et ils passent leur vie à se plaindre. Ils sont dans un mode, oui, c'est inadmissible, le gouvernement nous taxe trop. Et ils vont rabâcher en boucle ça. Si quelque chose vous déplaît, changez-le. Si t'es pas content de la taxe, trouve des optimisations fiscales. Si t'arrives pas à en trouver, expatrie-toi. Si tu veux pas t'expatrier, monte pas de business, tu seras pas taxé, gagne pas d'argent, tu seras pas taxé. Mais change quelque chose. T'es pas obligé de subir le monde. Il y a des gens qui me disent oui, dans la filière musicale, le jeu est pipé, on peut pas réussir à atteindre des playlists si on n'est pas en label, en maison de disques, machin. Moi, je vois des gens en Indé tous les jours atteindre des playlists. Chez Musicecure, on en voit tous les jours. Atteindre des grosses playlists Spotify en étant complètement en Indé et en étant quasiment totalement inconnu. S'ils y arrivent, pourquoi tu n'y arriverais pas? La vraie question, c'est pas oui, on peut pas. C'est comment le faire. Par quelle étape je dois passer pour détourner le truc, pour changer la donne. Donc, quand quelque chose te déplaît, juste change-le. Si t'es pas content de quelque chose, travaille dessus. Si t'es pas content de l'environnement dans lequel t'es, barre-toi. Si t'es pas content des gens qui t'entourent, remplace-les. Mais change ce qui te déplaît pas plutôt que de les subir. Numéro 11, n'aie pas peur du changement. Embrasse le changement. Va faire le changement. C'est comme ça qu'on évolue. Tu sais, il y a des gens qui, je me souviens quand j'ai commencé dans l'industrie musicale, étaient dans un mode ne jurer que par les radios. Et puis, moi, quand je suis arrivé, il y a eu l'ascension des Skyblogs et de MySpace. Et quand je parlais de ça avec des artistes ou des producteurs déjà en place, les gens me disaient tous, non, ça c'est des artistes d'internet, ça tiendra pas, ça marchera pas, c'est pas des vrais artistes, ils se sont pas vraiment fait connaître en sortant des compiles, des mixtapes, des albums, en faisant des concerts et ainsi de suite. Aujourd'hui, bon bah tu vois qu'ils avaient tort et que finalement fallait embrasser internet. Après il y a eu l'ère de Facebook. T'entendais tout le monde dire non, Facebook ça remplacera jamais MySpace, parce que tu comprends, MySpace c'est le truc, machin, etc. Bon bah Facebook a dégagé MySpace. Et les Skyblogs au passage. Après t'as Instagram qui est arrivé, puis TikTok, puis machin, puis truc. Et en fait à chaque fois c'est la même chose. Les gens sont réfractaires au changement. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Aujourd'hui, tu as l'IA qui arrive. Les gens ne veulent pas mettre de l'IA dans leur stratégie de développement. Il y a le côté création de fanbase, le fait de miser les choses sur la relation
plutôt que sur le support que tu vas promouvoir. Et les gens sont réfractaires à ça. Tu as des gens qui sont réfractaires au changement parce qu'ils veulent pas apprendre. Par exemple, quand je dis aux gens, faut créer sa fanbase, ça demande de se former, d'apprendre à utiliser des systèmes de création de funnels, des systèmes d'acquisition, la publicité online. Non, les gens ne veulent pas. Ils sont réfractaires à tout ça, donc ils ne veulent pas changer leurs habitudes, et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas, qu'ils n'évoluent pas. Et dans quelques années, ils vont juste être aigris, et être ce genre de gens qui vous disent « Ouais, nous à l'époque, on avait tout pour réussir, bon, on n'a pas pris le train en marche, on n'était peut-être pas assez motivés, on n'était peut-être pas assez bien entourés, on connaissait personne, on manquait de budget. » Et ils vont se trouver toutes les meilleures excuses du monde, alors que la vérité, c'est qu'ils n'ont juste pas voulu embrasser le changement. C'est tout. Donc, si tu es dans la vingtaine et que tu entends cette vidéo, et même si tu as 50 balais et que tu entends cette vidéo, ouvre-toi au changement. Parce que c'est comme ça que le monde évolue. Tu freineras pas le progrès. Personne ne le peut. Oui, il y aura de la robotique. Oui, il y aura des drones partout. Oui, il y aura de l'IA partout. C'est comme ça. Soit on y survivra et on évoluera avec, soit on mourra tous et de toute manière, il n'y aura plus de débat. Mais tu ne freineras pas le progrès. Personne ne l'a jamais fait. Si tu disais à l'époque des gens dans les pyramides, oui, un jour tu verras, on pourra se parler à l'autre bout du monde en se voyant juste avec un petit boîtier qu'on appellera un smartphone, tu t'aurais pris pour un sorcier, il t'aurait brûlé vif. Pourtant aujourd'hui, c'est juste la norme. C'est limite quand t'appelles quelqu'un, si tu le vois pas, c'est que y a pas de réseau, t'as pas le bon truc, il y a un truc qui va pas, quoi, tu vois. Donc, embrasse le changement. Numéro 12, vis dans le moment présent et pas sur ton téléphone. Je sais que c'est un truc qui est pas évident à comprendre, mais si t'as grandi en mode génération smartphone et que tu passes ta vie sur ton téléphone, il y a un truc que tu perds et que tu gâches, c'est le bonheur du moment présent. Et je sais que c'est pas facile, moi aussi je suis beaucoup sur mon tel et ainsi de suite, mais tu as des choses qu'on appelle qui tiennent de l'indicible. Ça ne se dit pas, ça doit se vivre. Tu dois ressentir les choses, tu dois les vivre dans le moment présent. Et si tu ne les vis pas, le moment il est parti, il disparaît à jamais. Donc plus tu vas prendre l'habitude de mettre ton tel de côté et de vivre dans le moment présent, plus tu vas élever ton niveau de bonheur et ton ouverture sur le monde. Et plus tu vas te sentir bien, je peux te le garantir. Numéro 13, apprends à dire non. C'est quelque chose de très difficile à faire, surtout quand tu es quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui a envie d'aider les gens, qui a envie d'être bien vu, bien accepté, ainsi de suite. Mais dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose. Et dire oui à quelque chose auquel tu aurais dû dire non, c'est dire non à quelque chose auquel tu aurais dû dire oui. Imagine que tu es sur le quai d'une gare, il y a 2 trains, d'accord ? L'un va à Paris, l'autre va à Marseille. Toi, tu es à Lyon, on va dire, tu es à mi-chemin. Tu peux dire oui à l'un ou oui à l'autre, mais tu peux pas dire oui aux deux. C'est juste pas possible. Si tu dis oui au train qui va à Marseille, tu te prives de Paris. Si tu dis oui au train qui va à Paris, tu te prives de Marseille. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux toi ? Si tu sais que ton objectif, c'est d'aller à Paris, alors c'est juste normal, c'est ton devoir, c'est ton obligation de dire non au train qui va à Marseille. Si à l'inverse, ton objectif, ta ligne de développement, c'est d'aller à Marseille, tu te dois de dire non au train qui va à Paris. Et c'est pas grave de dire non. Maintenant, si c'est un ami qui te pose la question et qui met de l'émotion, t'as un ami dans chaque train, qui te dit viens avec moi, c'est important pour moi, j'ai un concours à passer là-bas, vraiment je vais me sentir mal si t'es pas là, il cherche à te culpabiliser. Sors de ce schéma-là. Sors de ce fameux triangle de Karpman, ce fameux triangle où t'es soit le bourreau, soit le coupable, soit le sauveur. Bah là, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va jouer sur une émotion pour faire de toi son sauveur. En te disant que le bourreau c'est son concours et qu'il a besoin de toi et que la victime c'est lui. Sors de là. Tu n'as à être le sauveur de personne, tout comme tu n'as à être la victime de personne, tout comme tu ne devrais être le bourreau de personne. Sors de ce schéma-là et prends la décision en parfait alignement avec ce que toi tu veux dans tes objectifs. C'est pour ça qu'on en revient sur ce conseil de mettre de la clarté dans tes objectifs. Parce que si c'est clair pour toi qu'il faut que tu ailles à Paris, tu n'iras pas à Marseille. Ça ne veut pas dire que tu délaisseras ton ami. Tu peux lui apporter du soutien, lui donner des conseils, l'aider à trouver une autre ressource que toi pour l'accompagner, ainsi de suite. Mais tu n'iras pas parce que c'est pas dans ta ligne d'objectif d'y aller. Donc il faut absolument que tu apprennes à dire non. Numéro 14, accepte que dans la vie, toutes les choses ont un prix et paye-le. Peu importe ce que tu veux. Si tu veux réussir dans la musique, ça a un prix.
ça demande de se former, ça demande de se focus, ça demande de peut-être moins sortir, de moins boire, de moins fumer, ça demande de moins voir tes amis, de moins fréquenter ton copain ou ta copine, ça demande de peut-être lâcher tes études, de peut-être prendre des risques, de peut-être prendre un boulot que tu détestes pendant plusieurs années de façon alimentaire, ça demande d'acheter du matos, ça demande d'apprendre à l'utiliser, ça demande d'aller sur des événements, sur des séminaires, sur des rencontres, ça demande plein de choses. Et ce plein de choses, c'est le prix à payer pour te mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Certains acceptent de le payer, certains le refusent. Ceux qui le refusent n'y arriveront jamais. C'est aussi simple que ça. C'est comme si tu me disais demain, oui, j'ai envie de devenir, je sais pas moi, chirurgien dentaire. Ça demande un prix à payer. Apprendre, pratiquer, exercer pendant des années, continuer de se former, aller à des séminaires, rencontrer des collègues, des trucs, avoir une assurance des dentistes, tu vois, avoir un cabinet, avoir du matériel, mettre à jour son matériel, apprendre à l'utiliser, l'améliorer. Ça demande plein de choses. Tout ça, c'est le prix à payer. Accepte que dans la vie, il y a toujours un prix à payer pour quelque chose et accepte de le payer si c'est vraiment ce que tu veux. Numéro 15, reste toi-même, les autres sont pris. C'est une expression bateau et pourtant j'adore cette expression. Reste toi-même, les autres sont pris. Autrement dit, ça sert à rien de te faire passer pour ce que t'es pas. Arrête de te la péter. Arrête de te dire que tu veux te montrer comme ci ou comme ça parce que les gens vont vite se rendre compte de la supercherie. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, une personne m'a dit une phrase qui sur le moment j'ai pas compris. Ensuite m'a blessé et maintenant que je l'ai comprise, je trouve que c'était un des meilleurs conseils qu'on ait pu me donner. Il m'a dit: souviens-toi bien que à chaque fois que tu auras envie de te la péter ou de te sentir supérieur à quelqu'un, dis-toi bien que tu n'as pas ce qu'il faut pour. Voilà, c'est tout. Et au départ, je me suis dit merde, il parlait peut-être de, je sais pas, mon physique, mon état d'esprit, ma fortune, enfin mon manque de fortune plutôt, mon manque de connaissances intellectuelles ou n'importe quoi d'autre. Donc je me suis dit merde, putain, il me rabaisse en fait, cet enfoiré. Mais non, c'était le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, c'est qu'en gros, si un jour tu te retrouves dans une situation où tu as envie de te montrer supérieur à ce que tu n'es, dis-toi bien que tu n'as pas ce qu'il faut pour, donc ne le fais pas. Si un jour tu veux écraser quelqu'un, dis-toi bien que tu n'as pas ce qu'il faut pour, donc ne le fais pas. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans le monde des arts martiaux. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez dans la rue, vous vous rendez pas compte que c'est des gars, ça fait 25 ans qu'ils cassent des briques, ça fait 25 ans qu'ils travaillent, qu'ils s'entraînent, machin, etc. Ils ont une technique irréprochable. Le mec, même s'il fait 70 kilos, il pourrait te déquiller un bonhomme de 120 kilos en 4 secondes chrono montre en main. Et pourtant, la plupart du temps, ces gens-là, quand tu les cherches un peu, ils répondent pas. Faut vraiment qu'ils se sentent menacés ou profondément insultés pour te répondre. Mais la plupart du temps, ils te répondent pas. Et les gens que t'entends aboyer, gueuler, crier, machin, tout ça, c'est les gens les moins capables en fait. Bah, c'est un peu ça ce conseil-là, c'est de te dire que si tu es en capacité de faire quelque chose qui peut rabaisser quelqu'un, ne le fais pas parce qu'en réalité, toi aussi, tu pourrais te faire rabaisser. C'est un peu ça l'idée. Donc restez vous-même, soyez naturel, acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. Vous êtes petit, soyez petit, vous êtes grand, soyez grand, vous êtes grande gueule, soyez grande gueule. Il y a des gens comme ça, tu sais, c'est des sanguins dans leur personnalité. Bah sois sanguin. Les gens t'accepteront et t'aimeront pour ce que t'es, ou alors ne t'accepteront pas et t'as pas à passer une seconde de plus avec eux. Si t'es timide, sois timide. Si t'es introverti, sois introverti. Si t'es extraverti, sois extraverti. Mais sois toi-même parce que les autres sont pris. Et c'est le toi qu'on veut voir. C'est ce toi-là qu'on va aimer. Et c'est de ce toi-là qu'on a envie d'être proche pendant longtemps. Pas d'un toi artificiel qui, quelques mois ou quelques années, va finalement changer de visage, faire poker face et se montrer différent. Et là, on va se dire, merde, en fait, moi je crois que j'étais pote avec lui, mais en fait, il n'est pas du tout comme ce que j'imaginais. Et c'est le meilleur moyen de te retrouver seul au final. Numéro 16, ne prends jamais le rejet à titre personnel. C'est vrai que dans la vie, et particulièrement dans la filière musicale, on a le sentiment que quand quelqu'un nous renvoie quelque chose à la figure, c'est lié à nous personnellement. Et c'est très très dur à accepter la critique quand on la prend personnellement. Moi je me souviens par exemple que quand je démarchais les labels, les médias et ainsi de suite avec mes premiers projets, avant de comprendre que ça ne servait à rien de les démarcher, j'avais plein de critiques. J'avais des gens qui me disaient ça marchera jamais, c'est nul, on a vu mieux, c'est dépassé, machin, etc. Et moi, au lieu d'entendre le projet ne me plaît pas,
j'entendais tu es nul, tu es dépassé, on a vu mieux que toi, etc., etc. Et ça me défonçait mon estime de moi. Et le problème que tu as, c'est que quand tu as une estime de toi qui est au plus bas, tu es drivé par la peur, tu es drivé par le manque de confiance en toi, qui fait que chacune de tes actions ne va pas dans le bon sens. Et tu te mets à tourner en rond dans un cercle vicieux qui ne te fait pas avancer. Donc, ne prends jamais personnellement le rejet, parce que le rejet, plutôt l'échec même, ne prends jamais plus personnellement que ça l'échec, n'est que l'indication que ce que tu fais n'est pas assez bien fait. Et c'est ça en vrai la différence entre une personne qui a une bonne estime de soi et une personne qui a une mauvaise estime de soi. C'est que quand tu as une mauvaise estime de toi, le moindre rejet, le moindre échec, on le prend personnellement et tu te dis bon bah finalement c'est pas fait pour moi, je suis pas bon, c'est peut-être pas ce que je devrais faire et ainsi de suite. Et t'abandonnes. Ou alors tu te mets à faire n'importe quoi, ou à faire mal, ou tu pars en burn-out, bref, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Mais quand tu as une bonne estime de toi, moi je le vois, tu vois, quand on a développé Musicecure, ça fait quasiment 5 ans maintenant qu'on développe, je sais que on a mis 3 à 4 ans avant de trouver le bon modèle d'affaires et la bonne séquence optimale de vente. Et je sais qu'à chaque fois qu'on essayait quelque chose, j'étais pas dans un mode ah merde, ça marche pas, c'est de ma faute, machin, etc. Non, j'étais juste dans un mode bon, on a échoué, ça veut juste dire que c'est pas la bonne méthode. Quelle autre méthode on peut tester? Et quand tu as confiance en toi et en ta stratégie et en tes capacités, en tes compétences et en ce que tu proposes, et que tu as ton estime de toi au plus haut, finalement, chaque échec n'est qu'une indication que ce n'est pas la bonne voie à prendre. Comme dans un labyrinthe. Tu arrives devant un mur, ok, c'est juste pas là. Je sais qu'il y a une sortie, je sais que je vais la trouver, je sais juste que c'est pas celle-ci. J'en essaie une autre, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à y arriver. Et c'est ça qui fait toute la différence. Numéro 17, apprends de ceux qui sont en désaccord avec toi. Ceux qui sont d'accord avec toi sont par définition de ton côté. Donc ils vont jamais challenger ce que tu demandes ou ce que tu proposes. Par contre, ceux qui sont en désaccord avec toi, si tu reprends la règle juste avant et que tu prends pas personnellement leurs critiques et leurs désaccords, tu vas apprendre énormément d'eux parce que ça va t'amener à t'ouvrir l'esprit. Moi, je sais que la personne qui me conseille le plus de cette manière, c'est ma femme. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je discute avec elle et qu'elle n'est pas d'accord avec moi, je le prends personnellement et je me braque. Et je trouve toujours un contre-argument pour lui faire ressentir qu'elle a tort et que j'ai raison. Je sais pas pourquoi, c'est un gros défaut d'ailleurs, il faut absolument que je travaille là-dessus. Et elle a l'intelligence de me laisser gagner. Elle se dit bon bah ok, il pense qu'il a raison, bah il a raison, très bien, t'as raison, fin du game. Et donc après une discussion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, où pendant 3/4 d'heure elle m'a fait comprendre que j'avais tort, et moi je lui ai fait comprendre qu'elle avait tort et que c'est moi qui avais raison, je repars de là en me disant bon j'ai gagné, elle m'a dit que j'avais raison, mais en fait c'est pas con ce qu'elle a dit. C'est tellement pas con que je vais commencer à réfléchir en voyant le monde à travers ses yeux. Et là, je réalise que, d'une part, elle avait raison, mais qu'en plus de ça, elle avait ouvert un champ des possibles beaucoup plus large dans ma réflexion, et ça m'a amené à d'autres éléments. Et finalement, quand je reviens vers elle quelques minutes ou quelques heures plus tard en lui disant bon, peut-être que t'avais pas tort, mais du coup, j'ai pensé à autre chose et ainsi de suite, ça ouvre un champ des possibles encore plus large qui fait que j'évolue. Et en fait, prendre en considération l'avis contraire des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et les tester, les accepter comme étant une option potentielle, de temps en temps, pas à chaque fois, parce que de temps en temps, vous aurez vraiment raison et leur idée ne sera pas la bonne pour vous, mais de temps en temps, vous allez vous retrouver avec un champ des possibles auquel vous n'auriez jamais accordé d'attention, juste parce qu'une personne se sera mise en contradiction avec votre champ des possibles à vous. Et là, il en ressort des choses magnifiques. Parce que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à sortir de votre zone de confort pour aller vers une zone d'inconfort qui va vous amener encore plus de résultats. Et sans cette contradiction, vous n'auriez jamais eu la réflexion d'aller dans cette direction-là. Numéro 18, ne soyez jamais en retard. Ne soyez jamais en retard. Moi, j'ai appris ça en lisant l'interview de Monsieur Lombardi, un entraîneur de football américain qui avait un concept qu'il appelle le méridien Lombardi. Le méridien Lombardi, ce qu'il te dit, c'est que si tu arrives avec si tu arrives moins d'1/4 d'heure en avance à un entraînement, alors tu es en retard. Et c'est inadmissible.
Si tu arrives à l'heure à l'entraînement, alors tu es en retard, conformément au méridien Lombardie, qui t'oblige à arriver 15 minutes avant. Et si tu arrives en retard, alors c'est inadmissible et tu reviens plus. Ben, j'applique un petit peu les mêmes règles dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai des rendez-vous, à part quelques privilégiés à qui j'accorde quelques avantages parce que je sais comment ils sont et voilà, quand j'ai rendez-vous à 15h, moi je suis prêt à moins le quart. Donc je suis prêt à moins le quart, je révise mes fiches, mes trucs, voilà ce que j'ai besoin de voir. Puis si j'ai rien besoin de voir, bah, je regarde une vidéo humoristique pendant 15 minutes. Mais en tout cas, je suis là à moins le quart. J'estime qu'un rendez-vous à 15h m'oblige à arriver à 14h45. Si la personne, elle est là à 15h, elle est à l'heure. C'est ok. Si elle est là en avance, elle a toute mon estime. Parce que je sais qu'elle a accordé beaucoup de respect à mon temps et au sien. Par contre, si à 15h05, elle n'est pas là, qu'elle n'a pas prévenu d'un retard éventuel, je coupe et je m'en vais. Donc t'as des gens qui sont enragés contre moi quand ils voient ça. Genre on est là, il est 15h06, bah alors t'es où? Je me suis connecté sur le Zoom. Moi je réponds même pas, je suis déjà plus là. Je suis plus là et tu vas repasser par je sais pas, ma boîte mail, mon gestionnaire de rendez-vous et ainsi de suite pour reprendre un rendez-vous. Et la prochaine dispo que tu auras, elle sera dans 2 mois. Parce que t'as pas respecté mon temps et tu m'as pas prévenu de ton retard. Parce qu'un retard, ça peut arriver, mais il doit être prévenu et justifié. Si t'as raté un avion, bah t'appelles, tu vois là, putain, ce matin je devais prendre un avion, j'ai pas pu le prendre, du coup cet après-midi, bah, je serai pas là, c'est sûr, on replanifie, aucun problème. Même un quart d'heure avant, ouais, désolé, je suis dans les bouchons, j'arrive pas à me garer ou je sais pas quoi, mais j'arrive, machin, très bien, tu m'as prévenu, je suis pas là comme un abruti à t'attendre pour rien. Parce qu'au début, ce qui se passait, c'est que j'avais des rendez-vous, les gens venaient pas, et ils prévenaient pas. Donc toi, t'es là, de 15 à 16, tu gâches ta vie à attendre quelqu'un qui n'a même pas daigné bon de te prévenir qu'il ne viendrait pas. Donc c'est hors de question. Donc le moindre respect que tu peux donner à l'univers et aux autres, c'est de ne jamais être en retard. Et pour ça, applique la règle du méridien Lombardie. C'est-à-dire qu'à 15 minutes avant un rendez-vous, t'es déjà en retard. Numéro 19, sois motivé par quelque chose de plus grand que l'argent. Sois motivé par une vision, par une ambition plus grande que l'argent. Pourquoi? Parce que, alors ça peut paraître facile quand je dis ça, mais au début quand t'as pas d'argent, oui, l'argent est une excellente motivation, parce que ça te sort de ta condition. Ça te donne de la liberté, du confort de vie, du pouvoir d'action, du pouvoir d'achat, comme on dit, et ainsi de suite. Mais ça dure pas longtemps. Et les gens qui ne sont motivés que par l'argent, quand ils commencent à en gagner, perdent toute motivation. D'autre part, si tu es motivé que par l'argent, tu vas être heureux quand tu vas en gagner, tu vas être en dépression quand tu vas pas en gagner. Même pas quand tu vas en perdre, mais quand tu vas pas en gagner. On voit beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, drivés par l'argent, qui, quand ils regardent leur courbe de chiffre d'affaires, tant que ça monte, ils ont le smile, ils sont heureux, ils se comportent bien avec tout le monde et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand ça stagne ou quand ça baisse un petit peu, sans perdre d'argent, ils continuent d'en gagner, mais ils en gagnent moins qu'avant. Ils sont en dépression, ils se sentent pas bien, ils passent des journées de merde et ainsi de suite. Et la troisième raison qui fait que tu ne devrais pas baser ta vie et ton objectif de vie uniquement sur l'argent, mais avoir une vision plus grande que ça, c'est que une fois que tu auras gagné suffisamment d'argent pour couvrir tes besoins de base et ton pouvoir d'action entre guillemets minimal, bah, tu te rendras compte qu'en fait l'argent c'est plus ce qui te fait te lever le matin. En tout cas moi je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, déjà j'ai jamais été vraiment drivé par l'argent, mais même quand j'en voulais pour améliorer ma qualité de vie, quand j'ai atteint le niveau que j'estimais être bon pour moi, euh, l'argent ne me motivait absolument plus. C'est-à-dire que tu pouvais arriver en me disant oui, tu vas te faire, je sais pas moi, 1 million ce mois-ci si tu fais ça. Si je ne suis pas aligné avec ce que je fais, je vais dire non. Et c'est même pas une question d'argent. Ça peut être 10 000, 100 000, 1 million ou 10 millions. Ça changera pas ma vie. J'ai essayé de le faire. C'est pour ça que je sais que je suis pas drivé par ça. Parce que j'ai essayé de le faire. Il y a quelques années, on m'a proposé un projet qui me rapportait beaucoup d'argent. Mais au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout aligné avec ça, et que j'avais pas du tout envie de le faire, et que ça me levait pas le matin, et que je prenais absolument aucun plaisir. Et pire, ça me mettait dans un état de dépression absolue. Bah j'ai arrêté. J'ai remboursé tout le monde et j'ai dit non, moi j'arrête, je veux pas continuer, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai réalisé que j'étais animé par une vision plus grande que ça, bien plus grande que l'argent. Et quand t'as bien plus grand que l'argent, ta vie est magnifique. Parce que finalement, que tu gagnes ou pas de l'argent, ça n'impacte pas ton niveau de bonheur.
que tu réussisses ou pas dans ton domaine, ça n'impacte pas ton niveau de bonheur, parce que ce qui va impacter ton niveau de bonheur, c'est l'impact que tu vas laisser. C'est la trace que tu vas laisser. Attention, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Évidemment, si j'en ai pas à la fin du mois et que je suis en galère, je peux te garantir que ça va redevenir un leitmotiv très important. Mais c'est pas le plus important. Il y a plus grand derrière, et c'est ça qui te tient éveillé jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça qui fait que Bill Gates continue de travailler. C'est ça qui fait qu'Elon Musk continue de travailler, ou Bernard Arnault. C'est ça qui fait que moi, la notion de retraite ne me parle absolument pas. C'est-à-dire que j'espère que j'aurai une vision plus grande que l'argent jusqu'à ma mort. Pour que même à 85 ans, j'ai envie de me lever le matin avec un plan, des objectifs, des priorités, des choses à faire, des gens à aller voir, des choses à accomplir et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'avoir une vie sans but, sans vision, sans objectif plus grand que juste gagner de l'argent. Numéro 20, donne généreusement sans rien attendre en retour. C'est très important de comprendre ces deux notions, à la fois de donner et à la fois de ne rien attendre en retour. Donner, pourquoi ? Parce que plus tu donnes, et c'est pas un truc de riche, hein. Même quand t'es pauvre, tu peux donner. Ça peut être une pièce d'1 € que tu donnes à un malheureux dans la rue qui en a besoin. Tout comme ça peut être un don de 100, 500, 1000 ou 5000 € si t'es plus riche. Mais donner, c'est renvoyer le message à son subconscient que l'argent est en abondance partout dans le monde. Il n'y a qu'à se pencher pour le ramasser. Et quand tu conditionnes ton cerveau à accepter comme une réalité que finalement, même si t'as pas tout l'argent du monde, tu peux quand même en donner parce que tout l'argent du monde est disponible à profusion partout et que tu auras toujours un moyen d'en gagner, alors ça te fait vivre dans un état de sérénité absolue et non plus de peur du manque. Parce que quand tu es drivé par le manque, tu es drivé par la peur et tu fais n'importe quoi. Quand tu sais que c'est abondant, que tu en auras toujours, que tu en trouveras toujours, que tu seras toujours capable de te relever et d'avancer, alors tu es drivé par l'excitation, par la vision, par les capacités, les compétences que tu as à te dépasser. Et t'incarnes tout ça. Et ça fait une énorme différence dans ta vie. Et ensuite, sans rien attendre en retour, parce que donner doit être un geste délibéré. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai été entouré par des gens qui m'ont donné généreusement. Et j'ai un peu honte de le dire, mais je leur ai jamais rendu ce qu'ils m'ont donné. Ou en tout cas, jamais rendu ce que j'aurais aimé leur rendre. Et j'ai accepté plus tard dans ma vie que c'était comme ça. Parce que, à une époque où ils m'ont donné, j'avais besoin de ce qu'ils m'ont donné, et j'avais aucunement la capacité de leur rendre ce qu'ils me donnaient. Par contre, plus tard, quand j'ai eu la capacité de donner, j'ai aussi donné généreusement. Et les gens à qui j'ai donné ne m'ont jamais rendu ce que je leur ai donné. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas rendu à quelqu'un. Peut-être que moi, j'ai rendu à quelqu'un ce qu'on m'a donné, peut-être que ce que j'ai donné à d'autres, ils l'ont rendu à quelqu'un, et ainsi de suite, en fait. Et ça crée des cercles vertueux. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais rien attendre en retour quand on donne à quelqu'un, parce que, en réalité, donner doit être un acte délibéré. Accueillir, accepter ce qu'on vous donne ne doit pas se faire sous la contrainte ou la pression de se dire merde, on m'a donné ça, donc faudra que je rende, ou faudra que je rende plus, et ainsi de suite. Par contre, ça ouvre un champ de générosité chez les personnes à qui vous avez donné, parce qu'elles se disent moi aussi dans ma vie on m'a donné, aujourd'hui j'ai la capacité d'aider ou de donner, et j'ai envie de le faire. Et donc je donne et je n'attends absolument rien. Et peut-être que la personne que j'aide aujourd'hui, elle-même aidera une autre personne, qui elle-même aidera une autre personne, et ainsi de suite. Donc des fois, tu as l'impression d'être pris pour un con parce que tu donnes et que ça revient pas vers toi. Mais si tu t'attendais à rien, finalement, tu te sentirais jamais pris pour un con parce que tu sais que l'univers fonctionne ainsi. Tu as donné généreusement, ce don va se démultiplier et va faire en sorte que d'autres gens seront aidés parce que toi, un jour, une fois, tu as aidé une personne et que tu lui as rien demandé en échange. Numéro 21, succombe le plus vite possible à tes fantasmes pour que tu te rendes compte le plus vite possible que c'est nul et que ça sert à rien. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Moi, quand j'avais 17-18 ans, j'avais le fantasme de me dire que la vie serait belle quand je serais riche, quand j'aurais du succès, quand j'aurais une grande maison, surtout quand je dormais dehors. À un moment, j'étais vraiment drivé par le fait d'avoir une belle maison, chauffée. Mon seul kiff dans la vie, c'était d'avoir une salle de bain chauffée pour pouvoir prendre une douche et sortir en ayant chaud, tu vois. Machin, etc. En tout cas, tu as des fantasmes. Ça peut être d'ordre matériel, hein, comme ceux que je viens d'évoquer, tout comme ça peut être d'ordre, je sais pas moi, spirituel, sexuel ou peu importe, mais peu importe les fantasmes que tu as, du moment qu'ils sont pas malsains évidemment, succombe-y le plus tôt possible pour te rendre compte que
Bah, c'est pas ça la vie en fait. En fait, c'est pas ça la vie. Moi, je sais que j'ai eu un gros manque sur le côté matériel des choses. Et quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, ouais, j'ai commencé à louer des grosses voitures de sport. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait absolument rien. J'ai acheté une fois une grosse voiture. Pendant 2 semaines, j'ai kiffé. Puis après, bah, c'est devenu genre ma voiture de tous les jours. Donc il y avait des pots de bananes par terre et compagnie. J'extrapole évidemment, vous en doutez bien, mais vous comprenez l'idée, tu sais, quand t'as une nouvelle voiture et qu'elle est magnifique, tu laisses pas un poil de poussière, machin, etc. bidule. Je me souviens que je mettais des serviettes au sol pour pas salir les tapis et compagnie. Puis au bout de 15 jours, c'était, enfin voilà, je filais à manger aux gosses à l'arrière de la voiture et ils en foutaient partout. Bah, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut en passer par là pour comprendre que finalement c'est pas ça le but de la vie. Pareil, la première fois que j'ai voyagé en business class, la première fois que j'ai voyagé dans un jet privé, la première fois que j'ai été dans un hôtel de luxe, dans un restaurant de luxe et ainsi de suite. Évidemment, c'est du plaisir, mais je sais que c'est pas le but de la vie. Mais avant, je le pensais. J'étais persuadé que je nagerais dans le bonheur le jour où j'atteindrais ce niveau de confort matériel. Et en réalité, je me suis rendu compte que non. Et je m'en suis rendu compte avec un événement très très simple dans ma vie, c'est que un jour, j'avais mon fils qui était à la maison, qui mangeait, et il a failli s'étouffer. Et vraiment, hein, je l'ai vu mort, je l'ai vu mort, étouffé, machin. Il devenait violet, bleu. Je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, ma femme lui a fait un truc, il a régurgité ce qu'il y avait dans la bouche. Et je sais que pendant une semaine, j'en ai pas dormi. Mais vraiment, j'étais dans un mode, en fait, mon niveau de bonheur est relié à lui, pas au reste. Et là, j'ai vraiment pris conscience que j'aurais, sur le moment, si jamais un drame était arrivé, j'aurais pu brûler tout ce que j'avais pour le remplacer. Évidemment, j'aurais pas pu, mais vous comprenez l'idée. Et là, j'ai compris ce qu'était le bonheur. Pour moi, en tout cas, peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est du plaisir d'être dans des beaux endroits, de bien manger, d'avoir des activités où tu t'amuses, machin, etc., bidule, de te faire des kiffs dans la vie. Mais c'est pas une fin en soi. Et il a fallu que je succombe à tous ces fantasmes-là pour réaliser que oui, c'était pas une fin en soi. C'est kiffant 5 minutes. Ça t'amuse 5 minutes. C'est fun 5 minutes, oui, de rentrer dans un resto où t'as l'impression que le moindre mec qui va te servir est à ta botte comme c'est pas permis. De rentrer dans une boutique de luxe où tu peux t'offrir tout ce que tu veux, même un machin à 8000 balles, tu peux te l'acheter, et la nana qui s'occupe de toi, elle te traite comme la huitième merveille du monde. Oui, c'est des petits kiffs. Mais en soi, c'est pas une fin. Et surtout, tu te rends compte avec le temps que ça sert à rien. Ça sert. En tout cas, moi, dans mon éducation, dans mon mode de vie et dans la simplicité de vie à laquelle j'aspire, ça ne sert absolument à rien. Mais à côté de ça, tu vas aussi te rendre compte qu'il y a des choses que tu veux continuer de faire. Moi, je sais que voyager, je veux continuer de le faire. Dans des conditions très luxueuses, je n'en ai pas besoin. J'en ai envie parfois, mais j'en ai pas besoin. Et c'est ça toute la différence. Et c'est là que je te dis, succombe le plus vite possible à tes fantasmes pour te rendre compte que c'est pas le but de la vie et que finalement, c'est pas ça qui fera ton bonheur. 22, fais très attention à ta réputation. Investis dans ta réputation et fais-en ta priorité. Pourquoi? Parce que demain, tu peux tout perdre. Tout. Tu peux absolument tout perdre. Mais si tu perds pas ta réputation, tu pourras tout reconstruire. Autrement dit, si t'es dans un mode, voilà, je sais pas moi, tu vois, j'escroque les gens, ou je respecte pas les gens, je sais pas, ou je bats ma femme, ou je bats mes gosses, ou enfin, je suis quelqu'un de détestable, et que les gens s'en rendent compte, tu peux absolument tout perdre. Tout perdre. Regardez ce qui est arrivé à DSK, par exemple. Le mec allait devenir président. Il a tout perdu parce qu'il a perdu sa réputation. Et t'as plein de gens comme ça. Tu peux tout perdre juste parce que tu perds ta réputation. À l'inverse, tu peux tout perdre. Tant que tu ne perds pas ta réputation, tu peux tout reconstruire. Regardez ce que Trump a fait. Le mec a fait faillite, a perdu tout son empire immobilier, ses milliards et compagnie. Il a tout reconstruit en quelques mois derrière. Parce qu'il n'a pas perdu sa réputation. Bah, c'est un peu la même chose. Tu dois travailler ta réputation et l'entretenir au prix de tous les sacrifices. C'est pour ça que moi, il y a des fois, des gens, quand je vois qu'on ne peut pas s'entendre, je préfère m'arrêter et garder ma réputation. C'est pour ça que tu peux aller partout où tu veux, partout, et demander est-ce que ce gars-là est un escroc, est-ce qu'il a déjà volé quelqu'un, est-ce qu'il a déjà escroqué quelqu'un, machin. Tout le monde te dira non. Tu peux lui donner tous les défauts que tu veux. Parfois il est impulsif, parfois il est chiant, parfois il est indisponible, parfois il répond pas, parfois il est à l'arrache, parfois il délivre pas tout ce qu'il doit délivrer. Tu peux sortir tout ce que tu veux. Mais personne ne te dira jamais que je l'ai volé. Parce que dans ma réputation,
c'est quelque chose de prioritaire, que les gens sachent et acceptent que je suis quelqu'un de foncièrement honnête. C'est pareil, dans ma réputation, les gens savent que je suis généreux. Tu n'auras jamais dans un deal avec moi uniquement ce qui t'est promis dans le deal. Tu auras toujours plus. Parfois c'est un tout petit peu plus, parfois c'est énormément plus, mais je ne peux pas faire un deal dans lequel je ne sens pas l'autre super gagnant et moi un peu perdant. C'est comme ça, c'est dans mon éducation, dans ma manière d'être et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que je perds, attention. Ça veut juste dire que je veux que l'autre se sente vraiment heureux, gagnant, bien accueilli, bien traité, et ainsi de suite. Et ben, pour maintenir cette réputation, je suis prêt à tous les sacrifices. Je suis prêt à arrêter mon activité demain s'il faut. Si je sens que ça devient compliqué, je suis prêt à arrêter des collaborations, je suis prêt bref, à changer tout ce qu'il faut, parce que la réputation, c'est tout ce que tu as. Encore une fois, c'est pas qui tu connais toi qui compte, mais qui te connaît toi. Et donc, qui te connaît, si ceux qui te connaissent ont de l'estime pour toi et te reconnaissent une bonne réputation, même si tu te plantes, même si tu as des échecs, même si tu perds tout, tant que ta réputation est intacte, tu pourras tout reconstruire. Et mon dernier conseil pour conclure cette longue vidéo, c'est lis des livres. Lis des livres. C'est pas compliqué, les lecteurs sont des gagnants. Ceux qui lisent des livres réussissent. Ceux qui réussissent dans ce monde sont tous, sans exception, des lecteurs. Lis des livres. Alors, il y en a un, moi, que j'ai publié qui s'appelle 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Je fais un petit moment d'autopromotion, mais c'est pour la bonne cause. Tu vas adorer ce livre. Tu vas apprendre des choses qui vont te permettre de développer ta visibilité. Et lis des livres, pas forcément que les miens et pas forcément que des choses liées au music business. Moi, j'ai lu des livres de Jim Rohn, de Napoleon Hill, de Myron Golden, de Alex Hormozy, de plein de gens. Lis tout ce qui peut te passer par la tête, tout ce qui peut t'inspirer, t'apprendre des choses et t'aider à t'améliorer et à améliorer la condition que tu as aujourd'hui. Parce que les livres, c'est le meilleur moyen de te connecter au cerveau conscient de quelqu'un. Autrement dit, quand je lis un livre de Jim Rohn par exemple, je suis connecté en direct à son cerveau. J'entends comment il pense. C'est comme s'il était en train de me parler, de m'éduquer, de me partager sa philosophie. Et grâce à ça, en m'en imprégnant et en relisant plusieurs fois certains passages, je vais commencer à faire mien les concepts qui sont les siens, à faire mienne sa philosophie. Et en l'implémentant de cette manière, je vais m'améliorer. Je vais incarner quelque chose de différent. Je vais donc devenir meilleur. Et en devenant meilleur, je vais être ouvert à d'autres perspectives. Ces autres perspectives vont encore m'aider à évoluer. Et en fait, l'évolution se fait comme ça. Les livres, c'est que la première couche. Si tu t'arrêtes au livre, tu n'évolueras pas. Mais quand tu lis un livre de quelqu'un, d'inspirant, tu vas attendre une première couche. Et tu peux venir superposer des couches d'apprentissage pour devenir meilleur. Et c'est comme ça que tu atteins le sommet de la montagne. Le livre est une première couche qui va t'ouvrir un champ des possibles vers un deuxième livre, vers un troisième, puis vers un séminaire, puis vers une formation, puis une autre formation, qui elle va t'ouvrir l'esprit à un autre livre, puis à de la pratique, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu on dit en anglais, tu stacks, tu empiles, pardon, voilà, cherchez le mot, tu empiles des couches de connaissances qui finalement font de toi une montagne. Au départ, tu étais là, tu étais tout petit, maintenant tu es là. Et les gens se disent après, waouh, lui il a de la chance, il est devenu extraordinaire, il a des compétences incroyables, la chance qu'il a d'avoir réussi tout ça. Mais c'est pas de la chance, c'est juste que pendant des années, tu empiles des connaissances et des compétences, et tout ça part d'un livre. Donc, lisez des livres. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout, n'hésitez pas à vous la repasser, à revenir dessus régulièrement. Mettez-moi dans les commentaires quel est le conseil qui vous a le plus parlé, le plus plu, le plus inspiré, ça m'intéresse. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez aussi passer me souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Dans tous les cas, vous avez des liens également en description. Le premier, c'est pour participer à une formation totalement gratuite avec moi en live pendant 2 heures dans lequel je vais vous montrer comment développer massivement votre visibilité auprès des radios, des télés, des clubs, des curateurs de playlists streaming et également des sonorisateurs. Le deuxième lien, c'est pour aller découvrir MusiSecure, la société de gestion de droits et de simplification administrative pour les labels et les artistes indépendants. Puis après, s'il y a d'autres liens, je laisse vous promener dedans. Vous avez également un lien pour aller récupérer votre exemplaire de 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Je pense que c'est vraiment le meilleur livre à lire si vous souhaitez développer votre visibilité dans la filière musicale. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.